Bienvenue sur le podcast Détermination, je m'appelle Sébastien Vignier, plus connu sous le nom de Ninja Valaisan, directeur du centre de ninjutsu à Sion et à Châtel-Saint-Denis où l'on pratique l'art des ninjas. Ce podcast est conçu pour te donner des inspirations de personnes de tout horizon, tels que des entrepreneurs, des sportifs qui ont dépassé leurs limites pour vivre une vie qui leur corresponde. En passant par des challenges de leur vie, ils vont nous inspirer à aller de l'avant, même après les échecs. Le chemin, pour moi, c'est le plus important que le résultat. Comment on reste persévérant, déterminé, même quand il y a des tempêtes. Comment on continue à avancer, même la tête sous l'eau. Comment ne pas subir la vie, mais être l'acteur de celle-ci. Les astuces les plus surprenantes vont être dévoilées sur ces épisodes. Place à l'invité du jour. Alors, salut Jonas, bienvenue sur le podcast Détermination. Salut. Est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te plaît, Jonas? Un peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais maintenant dans la vie? Et comme ça, on peut te situer. Alors, moi, c'est Jonas Graff. Du coup, je suis cinéaste professionnel maintenant. Et ça fait maintenant 3 ans que je suis dans ce milieu. Et aujourd'hui, j'arrive quasiment à en vivre. Bravo. Et cinéaste professionnel, ça veut dire quoi? Moi, j'y connais pas grand-chose. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu? Alors, cinéaste professionnel, donc, ça consiste donc, surtout à vivre du cinéma. Après, je fais aussi de l'audiovisuel au plus large sens du terme. Donc, je travaille aussi dans la vidéo, je travaille aussi dans les clips d'artistes. Excellent. Et donc, là, aujourd'hui, ça dépend du projet dans lequel je suis engagé. Je fais plutôt de la réalisation comme réalisateur, mais je suis aussi engagé à droite, à gauche comme premier assistant réal, deuxième assistant réal. Je fais aussi du montage image et je suis aussi engagé comme figurant, silhouette ou rôle muet. C'est génial. Et du coup, tu as quel âge? J'ai 27 ans. 27 ans et tu es cinéaste professionnel, mais ça c'est trop bien. Et moi j'aimerais maintenant un peu plus connaître sur toi, et je pense les auditeurs aussi, c'est comment en fait tu es arrivé jusqu'à cinéaste professionnel, parce que je pense que tu as dû certainement galérer, tu as dû certainement avoir des choses qui étaient difficiles. Enfin je sais même pas comment est-ce qu'on commence pour faire cinéaste professionnel. Quand tu étais petit, tu avais déjà cette idée, comment c'était arrivé tout ça? Ben moi, j'ai toujours été passionné par le cinéma. Alors au début, ça commençait, je regardais des films dans ma chambre. Et puis c'est vrai qu'au début, moi j'ai toujours eu une situation scolaire un petit peu compliquée. Donc moi j'étais un peu un cancre à l'école. Et comme j'avais une situation compliquée, en fait le cinéma c'était un peu un refuge pour moi au début. Donc dans un premier temps, je regardais des films dans ma chambre. Et petit à petit, comment étaient tournées les scènes, les making-of, ça a commencé à m'intéresser. Donc à l'époque, si vous avez connu l'époque des DVD, je commençais à avoir les éditions double DVD. Donc où tu as le premier DVD film et le deuxième making-of bonus. Et j'ai commencé à regarder ce genre de DVD de plus en plus. Et ça a commencé à me passionner. Et vers l'âge de 14 ans, l'idée de faire des études audiovisuelles a commencé à émerger dans ma tête. Et donc après le gymnase, je suis parti faire l'école de cinéma de Lausanne, où là je suis resté 1 année. J'ai eu un BEP en réalisation filmique, donc, qui est l'équivalent d'un CFC. Et ensuite, je suis parti au Québec faire l'école de cinéma et de télévision du Québec. T'es parti au Québec, à quel âge? Je suis parti, j'avais 24 ans. Ok, magnifique. Si on reste juste dans la période un peu plus enfant, là, donc vers 14 ans, est-ce que tu parlais déjà aux gens que tu voulais faire ça? Ou bien c'était que tu le gardais pour toi? Comment tu faisais? Alors au début, je le gardais un peu pour moi. Et puis, à l'âge de 14 ans, l'idée de faire des études audiovisuelles a commencé à émerger, comme je disais. Et j'ai commencé à le dire. Donc déjà à mes parents, j'ai commencé à le dire aussi à mon titulaire de classe à l'époque. Et au début, j'étais un peu seul contre tous, à vrai dire. Parce que mon titulaire de classe, il m'expliquait que c'était pas un vrai métier, que du coup, je ferais mieux de regarder autre chose, faire un vrai métier à CFC. Et c'est pareil pour les parents. Les parents, ils voulaient plutôt que je fasse des études, mais des études niveau haute école ou universitaire. Donc, au début, c'était pas trop ça. Mais comment tu te sentais justement quand quelqu'un il te dit, surtout le titulaire, tu es quand même tout content de lui dire, écoute, j'ai un projet, j'ai un rêve. Tu te sens comment en fait quand d'un coup il te dit, ah mais fais plutôt un vrai métier, lui, il peut décider pour toi ce que tu veux faire dans ton avenir, quoi. Comment tu te sens là? C'est compliqué, on se sent seul, surtout. Donc on s'isole, on se renferme sur soi-même. Donc j'ai continué à faire mon parcours scolaire comme d'habitude, mais en gardant quand même ce projet que je pouvais partager avec personne, finalement. Donc parcours jusque-là assez classique. Et puis après, je suis parti dans ma direction. Malgré le fait que j'étais un peu tout seul, quoi.
Ouais, ouais. Et quand tu es arrivé, quand tu t'es dit je vais au Québec, tu as dû quitter tout le cocon familial, tout le monde. Comment ça s'est passé? Ben, alors à ce moment-là, j'étais déjà parti du domicile familial. Ah, t'es parti à quel âge? Je suis parti à 18 ans de chez mes parents. Ouais. À l'époque, j'avais trouvé un petit appartement sur Montet. Et j'ai commencé du coup à faire un petit peu des choses comme ça, à me perfectionner aussi dans le cinéma. Mhm. Et quand l'idée de partir au Québec a émergé, ben, du coup forcément j'en ai parlé à mes parents. Mes parents n'étaient pas trop d'accord avec ça. Et à tel point que mes parents, ils sont même partis au Québec à l'occasion d'un voyage pour visiter les locaux de l'école. Ils ont vu le truc, ouais non mais c'est un truc, c'est un bâtiment ouvrier ce truc-là, donc faut pas y aller là-bas quoi. Ah ouais. Mais j'ai persisté et puis finalement, bah, ils ont accepté déjà de me soutenir là-dedans et de soutenir financièrement à moitié le projet. Parce que du coup, c'est ma mère qui a financé la moitié des frais de scolarité et moi, j'ai financé l'autre moitié. Ouais. Donc tu as dû travailler à côté, faire quelque chose pour... Non, en fait, c'était mes économies que j'ai mis Mm. là-dedans. Ouais, tu t'es dit, je mets toutes mes économies dans ma passion. Là, c'est le but, c'est que j'apprenne. Tu as investi du temps là-dedans. Et du coup, tu as fait combien de temps au Québec? 5 mois. Ok, excellent. Et qu'est-ce que tu en tires un petit peu de cette expérience là-bas au Québec? Ah, c'était une super expérience. J'ai plus appris là-bas qu'à l'école de cinéma de Lausanne. Parce que ce qui m'a attiré dans un premier temps dans l'école du Québec, c'est que ils avaient une pédagogie basée sur 20% théorique et 80% pratique. Donc je suis arrivé là-bas, et on nous a expliqué un petit peu comment ça allait se passer, et on faisait des tournages tous les jeudis, quasiment, un le matin, un l'après-midi. Et en fait, j'avais beaucoup plus appris là-bas qu'à Lausanne, parce qu'à Lausanne, on touchait le matériel une fois par mois, et c'était que de la théorie quasiment, donc il n'y avait quasiment pas de pratique. Et tu faisais quand même tu t'entraînais un peu à des tournages tout seul, ou bien quand tu étais à Lausanne, ou bien comment tu pouvais t'entraîner? Bah, je m'entraînais tout seul de mon côté avec ma petite caméra. Donc Ouais. déjà, j'avais même pas avec moi une caméra professionnelle. Mhm. Parce que les caméras professionnelles, hein, par exemple les Red ou les Blackmagic, Mhm. c'est des grosses caméras, il faut être à deux pour pouvoir les porter. Ah ouais, c'est autant lourd que cher, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais. En fait, c'est des grosses caméras, il faut une épaulière pour les mettre comme ça. Ah ouais, carrément. On les tient comme ça à deux poignées. Puis Ah après, ouais. pour l'enlever, il faut quand même un assistant cam qui va aider à enlever la caméra de l'épaule. Ah, incroyable. Donc moi, j'avais juste mon petit caméscope comme ça et je m'entraînais à jouer des personnages. Des choses Alors comme toi, ça. tu jouais le personnage ou tu faisais un scénario ou bien tu te faisais comment? Je faisais un peu tout. Tu faisais tout? Ouais. Donc je mettais la caméra sur trépied, donc pareil, petit caméscope, petit trépied, et je me filmais en train de faire n'importe quoi, en train de faire des personnages de jeux vidéo ou de films. Et puis de mon côté, j'écrivais le scénario. J'ai toujours Trop écrit bien. beaucoup de scénarios, j'ai toujours été assez imaginatif. Donc imaginer des scénarios, des histoires, j'ai toujours fait ça et j'ai toujours imaginé des concepts. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup faire. Oui. Et à Lausanne, tu avais fait aussi. J'étais venu aussi avec toi, non? C'était sur un tournage à Lausanne. Toi, Euh, t'as fait des tournages sur Lausanne ou bien pas? alors oui, j'ai Ouais. déjà fait des tournages sur Lausanne, oui. Ouais. Et c'est quel genre de tournage que tu faisais? Alors après, il y a l'avant et l'après-études sur Lausanne. Ah ouais, ouais, ok, ouais. Alors en fait, pendant les études à Lausanne, je faisais ça de mon côté, Ouais. à Grillon. Ouais. Parce qu'entre-temps, j'étais reparti à Grillon dans le canton de Vaud. Mhm. Et ensuite, quand je suis arrivé dans le milieu professionnel, là, du coup, on arrive, on fait plein de projets. Quand on n'est pas connu dans le milieu et qu'il faut commencer à se faire un nom, on est un peu obligé d'accepter tous les projets qui nous tombent sous la main, quoi. On n'est pas vraiment dans la mesure de choisir ces projets. Ok. Donc j'ai commencé à prendre tous les projets qui me tombaient un peu comme ça. Beaucoup d'entre eux se sont faits à Lausanne. Ouais. Mais sinon, on fait aussi beaucoup de villes dans ce milieu, hein. J'ai fait Morges, j'ai fait Pries, j'ai fait Genève, j'ai fait Zurich. Ok. Et comment ça se passe une journée de tournage ou comme ça, d'un coup tu dis je fais une journée sur Morges ou je fais une journée sur Lausanne pour se rendre compte, parce que moi j'y connais rien du tout. Donc quand tu commences une journée, c'est quoi? Alors ça dépend. T'as quoi? T'as une équipe? C'est comment que ça se passe? Ouais. Ça dépend en fait du rôle que j'ai sur le tournage en question. Ouais. Par exemple, moi j'ai fait beaucoup de figuration ou de rôles Ouais. muets, et j'en fais toujours aujourd'hui. Ouais. L'idée c'est qu'on reçoit les informations par mail de l'assistant de production qui va gérer les figurants. Et donc on reçoit les informations, vous êtes attendu à cette adresse à cette heure précise, les informations de parking, les informations d'horaire de train, si on est en transport public. On arrive, souvent c'est des journées qui commencent tôt, ou alors c'est des journées qui commencent tard parce qu'on va tourner toute la nuit. Ah ouais. Parce que Ok. des tournages qui commençaient à 20h et qui finissaient à 4h, 5h du matin, j'en ai fait quelques-uns. Ok. Et on arrive sur place, les gens sont souvent très accueillants quand même. Donc on arrive, il y a toujours un espace régie, comme on dit, donc un espace avec des trucs à boire, à manger.
Faut être prêt si la figuration vous intéresse. Eh bien, faut être extrêmement patient parce que les journées de figuration, c'est des journées où il y a des longs moments d'attente, parfois 3 ou 4 heures pour jouer 20 minutes. 3-4 heures, donc tu es là pendant 3-4 heures et il se passe quoi dans ta tête quand tu réfléchis enfin tu répètes ce que tu dois faire ou bien au bout d'un moment tu t'endors, je sais pas, tu fais quoi? Bah, au début, on est un peu sur le qui-vive, à se dire attends, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est normal? Et en fait, oui, c'est complètement normal d'avoir ces longs moments d'attente. Parce que l'équipe technique, eux, de leur côté, ils sont en train de faire l'installation du setup, les réglages lumière, caméra, son. Et puis, bah, au bout d'un moment, on prend l'habitude, quoi. Ouais. Donc là, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une figuration pour une série Netflix. Ah, excellent. Donc là, je serai sur une série Netflix à la fin de l'année, normalement. Trop bien, bravo, félicitations. Merci. Et quand ça arrive, bah, en fait, on attend. Après, bah, c'est aussi le meilleur moyen de faire des connaissances. On rencontre des gens du milieu qui partagent cette même passion pour le cinéma que je connaissais pas vraiment jusque-là. Parce que moi, quand j'étais plus petit, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui partageaient cette même passion. Mhm. Là, quand on est sur ce genre de milieu, on rencontre des mêmes passionnés que nous. Et donc, on discute. Moi, après, j'ai fini par prendre mon PC pour continuer à travailler. Ouais. Et comme on a 3-4 heures d'attente devant nous, bah, je profite pour travailler un petit peu. Oui, Et bah, sinon, si vraiment on est fatigué, on peut se poser un moment, dormir. ouais. Et est-ce que c'était déjà arrivé d'avoir des moments un peu difficiles sur un casting ou je sais pas, où t'arrives enfin, tu dois faire des castings, je pense, avant de faire un tournage, ou bien? Alors, pour la figuration, il n'y a pas vraiment de Ah, casting, en ouais, vérité. ok, ok. C'est juste, on envoie notre profil par mail avec notre tête, puis le profil plein pied. Ouais. Puis après, bah, ou t'es pris ou t'es pas pris, quoi. Ouais. Et si tu parles, si tu fais, enfin, il y a des castings en fait. Est-ce que tu as déjà dû faire des castings? Oui, alors j'ai Ouais. déjà fait des castings, mais plus Ouais. pour des projets où ils recherchaient des acteurs. D'accord. Ouais. Donc c'est plus pour ça qu'il y a des castings, Ouais. où là on demande bah, de jouer des scènes, on reçoit le texte en amont par mail, Ouais. et ensuite bah, après il faut travailler le texte, puis pour pouvoir le réciter sous différentes émotions, sous différents tons. Ah, t'arrives et tu dois faire différentes émotions. C'est Ouais, pas c'est ça. simplement, t'arrives avec le texte. Ça doit être hyper dur, quoi. Enfin, tu fais comment? Bah, en fait, on reçoit le texte. Ouais. Ensuite, bah, on le regarde une première fois comme moi, je comprends le texte. Ouais. On le travaille, il faut pouvoir le réciter par cœur, ça c'est un minimum. Et ensuite, bah, faut pouvoir switcher entre telle ou telle émotion. Et après, mais ça, c'est quelque chose qu'on apprend en école d'acting. Moi, j'avais fait des cours de théâtre à 14 ans. Et donc ça, je connaissais un petit peu l'exercice déjà. Donc, tu as commencé à 14 ans par rapport à ça? Ou bien c'était le théâtre, tu as commencé par rapport à autre chose? J'avais commencé bah, aussi parce que j'avais déjà cette passion pour le cinéma à 14 ans. Ouais. Donc j'avais trouvé des cours de théâtre. Et puis ce qui était bien, c'est qu'avec ces cours de théâtre qui étaient à Montaix, c'est qu'en fait, on switchait entre les deux exercices. Donc il y avait la partie théâtre, où là on apprend bah, justement à poser la voix, à parler devant des gens sur scène. Mais il y a aussi l'exercice cinéma qu'on faisait. Donc poser devant la caméra, parce que le jeu d'acteur au cinéma et le jeu d'acteur au théâtre, c'est pas la même chose. C'est Ok. deux exercices différents. Ok. Pour ça qu'il y a certains acteurs qui se spécialisent dans le théâtre, d'autres dans le cinéma, d'autres font les deux. Mais en tout cas, C'est quoi la grosse différence? Parce que j'y connais rien, hein, donc. Bah, la grosse différence, c'est que quand on est au théâtre, il faut pouvoir donc parler avec du coffre, il faut pouvoir parler justement devant des gens. Ah, mhm. Et puis surtout, il faut pouvoir apprendre un texte de 150-200 pages par cœur. Ouf, ouais. Là où dans le cinéma, bah, oui, il y a un texte, mais beaucoup d'acteurs, ils apprennent la réplique juste avant de jouer la scène. C'est pas très grave. Ouais. Et puis, une autre différence, c'est que bah, quand on est au théâtre, justement, donc, il faut pouvoir parler avec du coffre. Là où dans le cinéma, c'est pas vraiment nécessaire, quoi. Ouais. Et souvent, bah, on voit ce cas de figure quand moi, je réalise mes films. Je prends des acteurs ou des actrices qui viennent du théâtre. Souvent, ils parlent trop fort parce Ouais. qu'il faut pouvoir jouer de manière subtile. Il y a un jeu d'acteur subtil à pouvoir faire. Intéressant. Ouais. Donc ça m'est arrivé par exemple une fois où il y avait une scène, on devait jouer une scène de confidence, Oui. et j'avais une actrice qui venait du théâtre et qui parlait alors assieds-toi, faut que je te parle, alors je sais que tu prends ça, machin. Non, non, c'est pas du tout là, c'est Ouais. c'est pas ça. Mais et puis quand tu fais des feedbacks, par exemple, tu es là, tu dois lui dire un feedback. Est-ce que la personne elle prend mal? Enfin, c'est dur de donner un feedback parce que toi tu diriges la scène, donc tu as une opinion sur comment elle devrait le faire. Est-ce qu'elle se vexe la personne? Est-ce que ou bien elle joue le jeu? Ou bien comment ça se passe? Bon, alors après, ça dépend des personnes qu'on recrute. Moi, en tout Ah. cas, des acteurs et des actrices que j'ai jamais eu vraiment ce problème. Quand la personne jouait la scène d'une certaine manière, ok, coupé. Alors Ouais. écoute, il faudrait que tu fasses plutôt la scène comme ça, plus fort à ce moment-là, insiste Ouais. plus sur ce point. Ah ok, d'accord.
Et ça se passait toujours comme ça. Ouais. Ah, génial. Ouais. Parce que de toute façon, c'est aussi à ça que sert le casting. C'est quand moi, du coup, j'organise le casting. Donc là, je prends la casquette directeur de casting. Trop bien. Et il y a un feeling qui va passer entre les acteurs et les actrices qui vont venir chez moi. Et si je sens que ça va pas le faire, bah du coup, je suis moins tenté de le prendre, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que, hormis le côté, il faut être professionnel, il faut être compétent dans son domaine, donc il faut être convaincant lors du casting, il y a aussi un côté humain quand même qu'il faut pouvoir cerner. Ouais. Se dire, ok, lui, je vois que ça va marcher, donc je pourrais être plus susceptible de le prendre. Ouais. Ou alors lui, il fait un peu, je sens qu'il fait un peu trop comme lui, il a envie, et là, ça risque d'être compliqué. Ouais. Si tu peux donner un conseil justement, parce que ça pourrait aider pour les gens pour des entretiens même, je pense. Qu'est-ce que en fait on regarde avant d'engager quelqu'un ou de c'est quoi? Tu regardes plutôt, je sais pas, comment est-ce qu'il se comporte ou bien plutôt si, enfin, je sais pas comment est-ce que tu opères. Alors, ça, c'est ma méthode, en tout cas à moi. Oui, C'est que donc, je poste une annonce, les Ouais. gens viennent. oui, Alors, soit les gens, ils viennent, donc c'est des inconnus, ou alors je poste l'annonce à mes contacts directement, parce que, ouais, tiens, j'aimerais bien te tester un petit peu sur mon projet, voir ce que ça donne ou pas. Et ensuite, donc, on établit le casting, donc, lieu, heure, on fait passer une heure à tel et tel acteur. Alors, ça dépend, des fois, je fais en présentiel, ou alors je peux aussi le faire par Zoom, parce que le casting par Zoom, ça fonctionne très bien aussi. mhm, Et ensuite, bah, déjà, dans un premier temps, je vois si la personne a bien appris le texte, mais aussi, est-ce qu'il faut aussi voir si la personne est capable aussi de rentrer dans le personnage. mhm. Parce que j'ai vu aussi pas mal d'acteurs ou d'actrices, ils arrivent au casting, et en fait, alors ils ont appris le texte par cœur, mais par contre, ils me le récitent trop de manière théâtrale. Donc en fait, il n'y a pas d'émotion qui change vraiment, quoi. Ouais, ouais, ouais. En fait, Ouais. l'acteur ou l'actrice devant moi, il lit le texte dans sa tête, Oui. et du coup, il oublie de rentrer dans le personnage et de jouer le jeu, finalement. Ah, ça va pas être évident quand même, mais ouais, ouais, je comprends tout à fait. Et si on revient un petit peu en arrière sur des moments qui étaient, si tu peux prendre un moment qui était vraiment difficile, et puis comment est-ce que tu l'as surmonté? Est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête? Donc en général, hein, dans le En cinéma. général, ouais, dans le cinéma, ouais. Bah, ce qui était difficile, c'était vraiment les critiques au début qui ont commencé à fuser sur moi. Donc Bah, les critiques au moment où tu tournais un film ou bien quand tu publiais un film, ou c'est quand? C'était vraiment, bah, par exemple, après le tournage, où en fait des gens qui avaient travaillé avec moi, donc des gens que j'avais engagés, à qui je faisais confiance, Ah, ouais. et à Ouais. qui derrière on commençait à raconter ouais, Jonas, il fait comme ça, il faut pas travailler avec lui parce qu'il fait tatati tata. Et ça, au début, c'était vraiment difficile à encaisser. Ouais. Parce que comme je suis dans le cinéma, on est dans un milieu où on est exposé à la critique, comme tous les milieux artistiques d'une manière générale. On est exposé à la critique et bah, des fois des critiques sont assez violentes, assez dures. Et autant quand ce sont des inconnus, par exemple des internautes qui critiquent, bon, ça j'y arrivais au début. Mais ce qui était d'autant plus dur à encaisser, c'était de voir que c'était des gens que j'avais engagés, que j'avais fait confiance, qui ensuite sont allés raconter ouais, ça s'est bien passé avec Jonas. Oh non, lui il fait comme ça, il faut que ça. Travaille pas avec lui. Hein. S'il t'a proposé un rôle, non, non, refuse, refuse. Et du coup, comment tu as pu passer par-dessus ça? Parce que tu aurais pu te dire, ben, j'arrête tout. Ou bien, comment tu as fait pour passer l'étape? J'y avais pensé effectivement au tout début d'arrêter parce que c'était tellement violent que j'avais pensé à arrêter. Mais finalement, ce qui est important dans ce genre de cas de figure, c'est de ne pas oublier pourquoi on fait ce métier. Ouais, c'est ça. Moi, je le fais parce que c'est ma passion. J'ai toujours été passionné par ça. C'est maintenant 13 ans que je suis passionné par le cinéma, 13-14 ans. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai envie de lâcher. Et puis surtout, bah, je me rappelle qu'il y a des gens qui me soutiennent également. Parce que c'est ça aussi qui est difficile, hein, c'est que de toute façon, peu importe ce qu'on fait dans la vie, il y aura toujours des gens qui vont critiquer, qui vont vous rabaisser. Ça fait un peu partie de la vie, en quelque sorte. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours une communauté de gens qui sont là pour vous soutenir et vous protéger. Et il faut rester focalisé là-dessus. Ouais, super intéressant, hein, super partage. Enfin, c'est vrai, quand il y a la critique qui arrive, on peut partir dans tous les sens dans notre tête. On peut aussi bien ben, tout arrêter, tout abandonner, se dire, ah ouais, non, peut-être que se remettre en question. Et après, bon, ça peut le faire peut-être pendant une journée, 2 journées, mais le but, c'est que quand même que ça parte, en fait, et puis qu'on ait des projets qui avancent. Et du coup, sur les projets suivants, tu t'es senti comment? Dès que tu as rattaqué, est-ce que tu as écouté certaines critiques ou bien tu t'es dit je continue dans mon sens? C'est comment que tu as continué en fait? Alors, quand j'ai reçu ces critiques pour la première fois, donc bon, un petit exemple hein, de critique, c'est Oui. que, par exemple, après un tournage, il y a par exemple une ingénieure son, donc quelqu'un qui tient la perche, comme ça. Oui. Alors, qui dépend. Hein. Quand on engage un ingénieur son, généralement, ce qu'on demande, c'est qu'elle puisse utiliser la perche, mais qu'elle puisse utiliser les micro-cravates également. Voilà, parce que selon la situation, on doit utiliser la perche ou on doit utiliser le micro-cravate.
Et suite à un tournage, il y a par exemple une ingénieure son qui a commencé à raconter que j'avais fait copain-copain avec un acteur qui avait fait des attouchements sur une actrice. Ah, ok. Et donc il y avait ça, puis il faut après se poser la question, ok, parce que moi ça c'est ma vision des choses, dans toutes les critiques qu'on reçoit, il faut quand même pouvoir discerner un petit peu ce qui s'est passé. Oui. Et donc après, quand tu comprends en fait d'où c'est parti, parce que j'avais fait une photo avec ce gars, mais je savais pas qu'il avait fait des attouchements en fait. Ouais. Donc du coup, je me suis dit, ok, donc c'est parti de là, la critique elle est injustifiée, ultra violente, mais c'est parti de là, ok. Donc après, il faut faire un peu attention. C'est ça. Et quand après j'ai vu ça, je dis mais parce qu'après je suis allé voir l'ingénieur son par exemple. Ouais, t'as été discuté avec. Ouais, c'est ça. Je dis mais pourquoi tu dis ça quoi? Et en fait la discussion était impossible avec elle parce que ouais non, je te prie d'accepter mon choix, je veux plus travailler avec toi, merci de respecter mon choix machin. Je dis bon la discussion est juste pas possible. Bon allez c'est bon quoi, on arrête de travailler ensemble et je vais prendre d'autres ingénieurs son sur mes projets. Ouais, ouais. Mais donc, effectivement, ce qu'il faut se dire, enfin, moi c'est comme ça que je me dis, c'est que dans toutes les critiques qu'on reçoit, il faut pouvoir faire la part des choses, il faut pouvoir prendre du recul, de se dire, si c'est parti, c'est qu'il y a eu quelque chose quand même. Ouais, ouais, c'est Même ça. si c'est complètement stupide et injustifié, en Ouais. l'occurrence c'était le cas, Ouais. faut se dire, bon, prochaine fois, je ferai peut-être un peu plus attention à ce qui s'est passé avec le background de ceux que j'engage Ouais. et de ceux avec qui je rencontre sur des tournages. Ouais, c'est pas évident parce que t'as quand même tu connais, il y a plein de monde de tout milieu et puis les gens, ils ont chacun leur vie. Compliqué à savoir qu'est-ce qu'ils ont fait aussi toute leur vie. Mais après, quand tu commences après un tournage, maintenant tu es directeur, donc tu engages les gens. C'est toi qui écris un scénario. Tu fais comment pour écrire un scénario? Alors, moi, Ouais. comme j'ai fait des études de cinéma en réalisation, Ouais. on a quand même un petit bout de formation pour la scénarisation. Donc, moi, je connais les bases du scénario. Et donc, je connais l'exercice d'avoir une idée en tête et ensuite de la mettre sur papier. Ok. Et d'ailleurs, c'est souvent quand on la met sur papier qu'on se rend compte si c'est une bonne idée ou pas, d'ailleurs. Dit, est-ce qu'on a vraiment une histoire à raconter, finalement? Ouais. Mais sinon, maintenant, ce que je fais habituellement, c'est que donc, j'ai une idée et j'engage un scénariste pour écrire le scénario, parce que, notamment pour écrire les dialogues, parce que dialoguiste, c'est un vrai métier du cinéma. Ok. Et ceux qui font la formation scénaristique, formation scénario, c'est quelque chose où ils sont formés. Moi, j'ai pas vraiment fait la formation scénario, moi j'ai fait la formation réalisation. Ouais. Je connais, dans la réalisation, on connaît les bases de tous les métiers pour pouvoir diriger tout le monde. Oui. Mais voilà, je fais pas non plus des scénarios de A à Z. Oui. Donc, ce que je fais généralement, c'est que j'engage un scénariste ou une scénariste et je lui transmets mon idée. Ça lui parle pas. Et si ça lui parle, let's go, et elle écrit le scénario, quoi. Ensuite, la personne va m'envoyer un premier jet, une V1, version 1. Je regarde un petit peu, bon, ok, ça me plaît bien. Il y a cette sous-thématique que j'aimerais bien plus aborder, qui n'est pas vraiment bien abordée dans la V1. Et donc, je lui fais mes corrections. Et après, elle m'envoie une V2, une V3 du scénario. Et après, c'est moi qui valide ou c'est moi qui valide pas et on y retourne, quoi. Eh ben, ouais, beaucoup de travail quand même, hein. Effectivement. Du coup, en fait, dans une journée, d'un coup, tu fais une réalisation. Enfin, tu fais un tournage, pardon. Donc, tu tournes. Je sais pas si je prends les bons termes, mais donc, tu es, en train de tourner. Et tu m'expliquais avant que tu faisais un tournage pour un groupe, c'est ça? Oui. Tu peux expliquer un petit peu ce que tu faisais exactement dans ce travail? Là, du coup, Ouais. donc, le projet en question, donc, c'était un clip d'artiste. Ouais. Parce que quand on a fait des études dans l'audiovisuel, on travaille dans le cinéma, mais on peut aussi travailler dans l'audiovisuel au plus large sens du terme. Donc, il n'y a pas longtemps, j'étais engagé sur un clip d'artiste, du coup. Donc, c'était en fait un chanteur d'origine genevoise, mais qui avait fait carrière à Manchester, qui était revenu à Genève pour faire un clip d'artiste. Donc, il avait engagé son équipe d'amis, qui est une boîte de production genevoise. Et il recherchait un deuxième assistant réal. Je m'étais proposé, et c'est là qu'ils sont allés me chercher. Excellent. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais engagé comme deuxième assistant réal. Donc, ma mission consistait surtout à m'occuper des figurants, parce qu'il y avait des figurants sur ce projet. Et quand l'équipe technique en avait besoin, je leur envoie les figurants. Excellent. Donc, je prends ma voiture, direction la France, en Franche-Comté. Parce que ça aussi, c'est le cinéma. Hein, c'est qu'en fait, on peut partir en France, on peut partir en Espagne, à Ibiza, ce qui m'est arrivé une fois. Ok. Et, ou même juste plus local, hein, en Suisse, dans telle ou telle ville. Hein. Ouais. Et donc, hop, on prend la voiture, direction la Franche-Comté. On a tourné à côté de Orgelet, dans le Jura français. Et on a tourné donc, dans une vieille ruine de château pour pouvoir faire des scènes de nuit. Donc, tournage de 20h jusqu'à 5h du matin. Waouh.
Et donc c'était ça toute la nuit en fait. Donc moi j'étais chargé d'avoir les droits d'image des figurants. Ouais. Parce que ça c'est quelque chose qu'il faut faire systématiquement. C'est on donne à toutes les personnes qui seront devant la caméra, que ce soit acteurs ou figurants, un contrat de droit à l'image. Il faut qu'on se protège un minimum aussi. Oui. Donc contrat de droit à l'image disant je suis consentant à ce que mon image soit utilisée de manière publique dans le cadre de ce projet. Oui. Donc faire signer tout le monde, que tous les documents soient dans un dossier, que je donne au producteur. Et après, au fur et à mesure de la soirée, rester attentif, ce qui n'est pas évident quand même, parce que 20h, 4h du matin, il y a de quoi être fatigué. Ouais, ouais. Et ensuite, envoyer les figurants, j'en ai besoin de 2, j'en ai besoin de 3. Il faut que tu me les envoies tous pour le prochain plan. Ok, je les envoie tous. Ouais, excellent. Super. Et maintenant, si on peut revenir un petit peu sur autre chose que tu as dans le cinéma, tu m'as parlé aussi que tu faisais d'autres activités en dehors, en annexe. Je fais aussi pompier à côté. Ouais. Donc à côté de tout ça, je fais également pompier volontaire. Ouais. Je suis dans une double incorporation. Donc je suis incorporé à la caserne des pompiers de Sion et à la caserne des pompiers des Salines, qui est donc celle de Grillon. Après, les Salines, ça englobe Grillon, Villars-sur-Olon, Baie-Olon. Ouais. Mais du coup, j'ai cette double incorporation. Donc, Sion, c'est la principale et Grillon, c'est la secondaire. Parce que voilà, j'ai eu la possibilité de faire pompier à un moment donné. Ça m'a parlé et maintenant, ça fait un peu plus de 3 ans que je fais ça maintenant. Excellent. Mais comment tu t'es dit je fais pompier? Enfin, t'as eu une image qui t'a dit je fais ça parce que tu étais dans le cinéma, puis d'un coup, tu t'es dit je fais pompier. C'est quoi qui est arrivé en fait? En fait, ça a commencé quand j'étais sur la place du marché de Barboleuse, à Grillon, dans le canton de Vaud, où là, en fait, il y avait un stand des pompiers. Donc, les pompiers qui étaient là pour présenter le métier et potentiellement recruter des nouvelles personnes. Et à ce côté, peut-être bon endroit, bon moment, mais moi, j'ai vu ça et je me suis dit, ouais, ça peut être intéressant. Je leur pose la question si c'est rémunéré, si c'est payé. Ils me disent, oui, c'est rémunéré. Donc, je dis, allez, puis vu que c'est de l'action, parce que moi, j'aime beaucoup l'action, déjà quand j'avais fait l'armée, je voulais faire un métier dans l'action. Bon, finalement, j'ai pas pu. Mais là, du coup, je dis allez, on y va quoi. Surtout qu'à ce moment-là, donc c'était en mars 2021. En fait, non, j'ai fait donc le recrutement en mars 2021. À ce moment-là, je ressortais juste de l'école de recrue militaire. Et comme j'avais bien aimé l'école de recrue militaire, je recherchais un petit peu cette sensation un peu cadrée, militaire, structurée, dans le civil, du coup. Et quand j'ai eu la possibilité d'intégrer les pompiers, moi j'y ai vu ça un petit peu. Excellent. Et est-ce que tu as eu des moments qui étaient compliqués en fait chez les pompiers, des actions où d'un coup tu as dû sortir, je sais pas, à 4h du matin, éteindre un feu ou je sais pas trop quoi? Est-ce que tu as quelque chose, une histoire à nous raconter là-dessus? Il y a des interventions qui sont un peu plus marquantes que d'autres. Hein. C'est vrai que par exemple, ça m'est arrivé une fois effectivement d'être réveillé à 3h du matin. Parce que quand on est de piquet, il faut partir quelle que soit l'heure, quoi. Ouais. Alors, généralement, quand on est de week-end de piquet, ça part de vendredi 18h jusqu'à lundi 6h du matin. Ouais. Donc, durant cette période, s'il y a une intervention, il faut y aller, quelle que soit l'heure. Ouais. Donc, ça m'est arrivé une fois d'être réveillé à 3h du matin, car intervention inondation. Ouais. Parce que, avec les pompiers, on gère aussi les inondations. Ouais. Et donc, là, je dis, oh là là. Donc, 3h du matin, allez, on se met en tenue de pompier, les chaussures, on prend la voiture, bam, direction la caserne. T'as tout à la maison, en fait, la tenue, hein? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. Alors, j'ai la tenue de base, on va dire. Ouais. Donc, pantalon, t-shirt. Ouais. Par contre, la tenue feu, elle reste à la caserne. Ouais. C'est aussi parce que la tenue de base, donc t-shirt, pantalon, ça, on peut les nettoyer avec la machine à laver. Ah ouais. La tenue feu, non, c'est un traitement spécial pour les nettoyer. Ok, ouais. Et donc, on arrive sur place, 3h du matin, inondation. Et en fait, l'inondation, c'était juste 3 gouttes qui tombaient dans un local à matelas. Je crois pas qu'on a la même notion d'inondation, alors. Ok, ouais, intéressant. Et on a fait le boulot, hein, on est arrivé. Finalement, on a juste sorti les matelas du local. Ouais, on a sorti les éponges, parce que nous, dans les pompiers, on a des éponges de 1 mètre. Ah ouais, ok, ouais. Donc, sorti les éponges, un petit coup de raclette, et c'était fini, quoi. Ouais. C'est vrai que tu te dis, vous pouviez pas attendre, je sais pas, 8h du matin pour appeler, je sais pas, un plombier, un service du bâtiment. Moi, je n'appelle pas vraiment ça une inondation. Hein. Exact. Et puis, est-ce que tu as eu des parties un peu plus difficiles, des vraies difficultés là-dedans, ou bien c'était toujours un peu du standard? La plupart du temps, c'est souvent du standard. Ouais. Parce que, alors, je le dis comme ça, mais c'est vrai que la majorité des interventions, ce sont des interventions de type alarme automatique. Ah ouais. Donc, c'est des alarmes anti-incendie qui sont enclenchées et nous, on doit aller voir ce qui s'est passé. Ouais. Mais
Dans 95% des cas, c'est des fausses alertes. Ouais. Donc voilà, nous on arrive avec le tonne-pompe, hein, donc le camion qui a 1000 litres d'eau. Si jamais il y a un feu à éteindre, effectivement, Ouais. c'est la procédure. Mais après, effectivement, on regarde. Bon, finalement, c'était une fausse alerte. Bon. Du coup, mais après, il faut déterminer si l'assurance des pompiers prend en charge l'intervention, Ouais. ou alors si vraiment il y a une faute humaine qui a été faite, et malheureusement, l'intervention sera pour la pomme de la personne qui a déclenché l'alarme. Est-ce qu'avec les pompiers, t'es arrivé des fois sur des accidents de route ou pas forcément? C'est plutôt des feux et inondations? Alors, quand on est alors à Grillon, comme c'est en montagne, des accidents de la route sont assez rares. Ouais. Après, à Sion, c'est beaucoup plus fréquent, des accidents d'autoroute ou de la route. Mais pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé, pour l'instant. Ouais. Mais effectivement, pour ce qui est, par exemple, des accidents de la route, on est amené à intervenir s'il y a des problèmes d'hydrocarbures. Parce que s'il y a juste s'il y a juste un véhicule renversé et il y a un blessé, il y a juste besoin d'appeler le 144, donc l'ambulance. Ouais. Maintenant, où là, effectivement, nous, on peut rester sur le qui-vive, c'est si dans l'accident, le véhicule a pris un mauvais coup et il y a toute l'essence qui se déverse sur le terrain. Donc là, ça devient une intervention de type hydrocarbure. Et là, nous, on intervient parce que c'est nous qui avons la poudre qui permet de pomper le carburant du terrain. Ah, ok. Ouais. Ok, intéressant. Et si on revient maintenant dans ta passion, là, dans le cinéma, comment est-ce que tu es arrivé en fait pour être figurant en fait sur Netflix? C'est ça que tu m'as dit, une série Netflix? Exactement. Donc je pense c'était peut-être un rêve déjà que tu avais quand tu étais enfant, de passer dans une grande série comme ça, ou bien et puis comment est-ce que tu en es arrivé jusque-là? Alors, ça n'a jamais vraiment été un rêve, on va dire, d'être sur Netflix. Ouais. Parce que moi, finalement, j'étais pris dans le milieu et de toute façon, dès que j'avais un projet, moi, j'étais content. Parce que moi, je pars du principe que dès que je suis pris sur un projet, c'est une petite victoire. Donc, puisque la concurrence, il y en a quand même. Donc, quand on est pris sur un projet, pour moi, c'est une petite victoire, quoi. Ouais. Donc, finalement, des fois, on est pris, des fois, on n'est pas pris. Ça fait partie du job. Et moi, du coup, quand j'ai vu que j'étais pris sur la série Netflix, j'étais là, ah ouais, ok, c'est déjà pas mal, quoi. Parce que j'avais vu l'annonce qui recherchait des figurants pour la prochaine série Netflix, la toute première production Netflix suisse. Ah, ok, excellent. Parce que là, c'était la première fois que, suite à la loi Netflix qui a été passée en 2022, Netflix investissait de l'argent dans la production audiovisuelle suisse. Ok, excellent. Ce qui fait que là, d'un seul coup, pour le budget d'une série suisse, le budget, il a fait comme ça. Ouais. Et donc j'avais posté ma candidature, et quand j'ai vu que j'étais pris, j'étais « Oh putain, c'est trop bien !» quoi. Ouais, c'est clair, quoi. Et donc on est arrivé. En soi, le tournage était assez similaire à d'autres projets de série que j'ai pu faire. Ouais. Mais c'était quand même quelque chose, quoi. Excellent. Et c'est quoi les séries que tu as fait qui étaient les plus marquantes? Enfin, que tu as tournées ou c'était des anecdotes? Alors déjà la série Netflix, en l'occurrence. Ouais. Alors du coup, ça je peux le dire quand même, mais il s'agit de la série Winter's Palace. Excellent. Donc qui va raconter l'histoire, si j'ai bien compris, qui va raconter l'histoire d'un homme qui va construire son propre palace d'hiver en Suisse. Donc il va créer le Winter's Palace, et dans la série, il va créer les Jeux Olympiques d'hiver, en fait. Ok, excellent. Alors c'est vrai que ça, du coup, j'ai hâte de voir le résultat. Mais c'est vrai qu'en tout cas, c'est un des tournages les plus compliqués que j'ai été amené à faire. Ouais. Parce qu'on a dû tourner, on a tourné des scènes au col du Simplon, notamment, en plein hiver. Ouh. Et si vous connaissez pas le col du Simplon, c'est un endroit qui est très venteux, d'une manière générale. Ouais. C'est pour ça que ceux qui pratiquent le kite ski, ils s'entraînent là-bas. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de vent. Et on arrive, alors je me souviens, on avait rendez-vous à la gare de Brigue à 6h ou 7h du matin, un truc comme ça. Donc moi déjà, j'arrive levé 4h30, 5h du matin. Ouais. J'arrive à la gare de Brigue. Une navette nous emmène à Brigue. On était à Brigue et nous emmène au col du Simplon. On arrive, il y a ça de neige, genre 15-20 cm de neige. Ouais. Et il faisait, je crois, moins 4 degrés, un truc comme ça. Ah ouais. Super froid, quoi. Ouais, et puis donc il faisait froid. L'équipe de production n'avait pas prévu grand-chose pour nous tenir chaud. Ah. Donc du coup, on était là, mais il fait super froid ici. Donc, puis il faut attendre longtemps, je pense, entre les... Il faut attendre longtemps, oui. Ouais. Puis il n'y a pas de local. Non, c'était... Là, on avait quand même un ancien véhicule, pas un ancien véhicule, mais un ancien bâtiment militaire, que du coup on a pu utiliser pour l'espace régie et tout ça. Ouais. Du coup on pouvait rester dedans, mais quand il nous parlait de rester plusieurs heures dehors, là on a commencé à s'inquiéter un petit peu, quoi. Ah ouais.
Parce que ouais, bah là, il y a du vent, il fait froid. Je tiens quand même à mes doigts et mes orteils. Donc, je veux bien faire du cinéma, passer ma passion, mais j'ai quand même quelques limites. Ouais. Et je me souviens que donc on a tourné les scènes. Et à la fin du tournage, je suis ressorti, j'avais une débattue dans les pieds. Ouais. Mais un truc de malade. Ah ouais. Mais parce que bah, on était habillés d'une certaine façon Ouais. pour cette série. Et j'arrive, la fin de journée arrive, j'ai la débattue dans les pieds à tel point que ça me fait boiter. Oula, ouais. Donc j'enlève mon costume et je ah là là c'est super. Aïe, 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 ouais. Donc un peu compliqué. Mais finalement ça s'est bien passé pour le coup, il n'y a pas eu d'accro. En plus on a pu rencontrer un acteur qui joue dans une série très très connue. Trop Et bien. ça je peux pas trop en dire grand chose pour le moment. Ouais. Mais trop bien, donc tu fais des belles rencontres et tout. Comment ça se passe quand d'un coup tu parles devant la caméra ou comme ça? Il y a tout le monde qui te regarde? Tous les autres acteurs te regardent, par exemple l'acteur connu, je sais pas, il te regarde aussi quand tu fais ça ou bien il est à côté? Ça te met de la pression peut-être? Ça met une petite pression parce que bon déjà il ne faut pas regarder la caméra. Ah, tu n'as pas regardé? Ouais. J'ai jamais regardé la caméra. Ok. Ce qui est Alors, pas. Je regarderai pas, ouais. Ouais, j'ai jamais regardé la caméra si vous voulez faire ce métier. Oui, bah, c'est pas évident parce que bah, c'est un objet qui attire beaucoup l'attention. Ouais. Et bah oui, comme je disais, les caméras professionnelles, ben, c'est des caméras qui sont énormes, donc ça attire beaucoup l'attention. Ouais. Donc il faut juste faire attention à ça, mais c'est surtout de se dire, bon ok, là il faut être un peu dans le personnage, après voilà, on verra ce qui se passe après. Et au moment où on dit action, ok, joue ton personnage, on reste concentré, et après bah, ça le fait, tout simplement. Est-ce que tu fais je sais pas, de la respiration, des choses pour te calmer avant de... Parce que quand il y a le mot action qui part, est-ce que ça met de l'adrénaline? Je sais pas, est-ce que ça fait quelque chose? Alors moi ce que j'applique c'est que bah, effectivement, donc, il y a des exercices de respiration pour rester calme. Tu fais quoi? Enfin, si ça peut Euh, donner un conseil. C'est juste, en fait, on appelle ça de la respiration consciente, en fait. Ouais. Parce que bon, j'ai fait un petit peu d'arts martiaux dans ma vie, quand même. Ouais. En fait, le principe, c'est juste de la respiration consciente, respirer par le nez, expirer par la bouche. Mhm. Et on me disait aussi, il faut respirer avec les pieds, en fait. Respirer avec les pierres, jamais entendu. Vas-y, comment Bah, ils disent? l'idée, en fait, c'est juste de se dire, bon voilà, je respire avec les pieds et j'envoie le sang dans les pieds. Ah ouais. Donc, il faut un petit peu se concentrer. Ouais. Parce que c'est comme ça que, du coup, la tête est moins chargée. Et c'est comme ça que moi, j'arrivais à être mieux concentré, par exemple. Ah ouais, intéressant ça. Parce que quand on réfléchit trop, au final, on fait quelque chose de pas très bien, finalement. Ouais. Et ça, c'est un problème que j'ai souvent eu, à trop réfléchir. Donc Ouais. allez, on se détend, on fait baisser la tension, Ouais. respire avec les pieds, ça va bien se passer. Ouais, intéressant. Et du coup, est-ce que ça t'est arrivé d'un coup, tu te trompes je sais pas, pendant le tournage, d'un coup, tu dis quelque chose qui va pas? Bien sûr, oui. Après, il coupe ou bien d'un coup, il garde? Puis d'un coup, tu dis non, j'ai mal fait ou comment ça se passe? Bah, ça m'est souvent arrivé de me tromper, ou Ouais. alors de faire une prise où je dis, ah ouais, non, là, c'est pas super ce que j'ai fait. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils disent couper, ils regardent la prise dans sa globalité pour pouvoir dire tout ce qui est à changer. Ah, ok, ouais. Et puis après, bah, mais ça arrive aussi quelques fois où moi je joue mon rôle, je fais ouais, non, c'est pas super, on peut pas la refaire une fois s'il vous plaît. Puis en fait, non, ils trouvent ça super, donc ils gardent la prise. Ok. Ah bon, ok, bon. Et là, après, quand tu regardes le produit final, est-ce que t'es frustré ou bien ça va, ou tu te sens comment, ou bien tu es fier de toi? Est-ce qu'il y a des moments où d'un coup tu dis mince, ça j'aurais pu faire mieux? Bah, ça dépend, parce que quand on est en plus dans la figuration, c'est pas dit qu'on soit dans le produit final, Ah, ok, ouais. parce que bah, on reste en tant que figurant. Ouais. Moi, pour la série Netflix, j'étais plus sur un rôle muet, donc il y a quand même beaucoup de chances que je sois présent à l'écran. Ouais. Mais c'est vrai que quand on fait de la figuration, bah, on le fait pour l'expérience, parce que c'est notre passion. Mais c'est vrai que c'est arrivé plusieurs fois où on n'est pas gardé dans le montage final. Ouais. Parce que notre mission, ça reste quand même d'habiller les décors, finalement. Ouais. C'est Donc, oui, c'est arrivé quelques fois où j'étais pas gardé dans le montage final. Je fais, bon, bah, je pourrais pas prouver que j'étais sur ce tournage. ça. Ouais. Je peux juste le dire avec mes mots, mais bon, bah, si je suis pas devant, tant pis. Mais oui, Et là, tu te dis quelque chose à l'intérieur de toi ou bien tu passes à la prochaine étape tout simplement? ouais, bah, quand ça arrive et que je suis pas dans le montage final, je dis bon, bah, c'est pas grave, c'est partie du milieu, mais je serai peut-être dans le prochain. Ouais. Et puis, quand j'ai vu des projets où là, j'étais bien à l'écran, bon, par exemple, bon, ça je peux le dire pour le coup, mais par exemple, Ouais. la série Espèces menacées, Ouais. donc, qui est une série de la RTS, Excellent. Ouais. qui pendant un moment était diffusée sur Swissplay, mais maintenant, enfin, elle était sur Swissplay, donc le Netflix suisse, la plateforme de streaming suisse, et qui était disponible seulement pour une durée limitée. Donc là maintenant, je crois qu'elle est plus disponible, mais la série sera diffusée sur le premier trimestre 2025 sur RTS.
Donc j'ai vu le résultat et en fait c'est vrai que quelquefois je me suis vu, parce que je me suis vu plusieurs fois sur plusieurs épisodes, je me suis dit ah oui putain c'est spécial quand même de se voir comme ça et des fois je fais des trucs ah oui d'accord. Notamment il y a plusieurs plans où je dois danser Ah ouais, ok. parce qu'on est dans une boîte de nuit notamment Ouais, et j'ai ah oui j'ai un style particulier de danse, c'est vrai. Ah, ça doit être intéressant quand même. Ah, c'est fou quand même, tout ce que tu as réussi à mettre en place. T'es parti de 14 ans et t'as dit que tu voulais aller dans ce milieu. Les gens, ils t'ont dit autour de toi, ouais, tu ferais mieux de faire un métier autre. Et maintenant, tu arrives à vivre de ta passion, en fait? Ou bien comment ça se passe? Alors maintenant, j'arrive à Ouais. en vivre. Ouais. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que comme tous les métiers artistiques, c'est que c'est une cadence de travail en accordéon, comme on dit. Donc même si on arrive à en vivre, et ça arrive aux plus grands professionnels, c'est qu'il y a des périodes qui vont être assez chargées, notamment pendant l'été, où là, souvent, tous les tournages de séries, de films se font pendant l'été. Donc là, quand arrive le mois de juillet, août, je mets parfois un peu de côté les vacances d'été, parce que là, aujourd'hui, il y a un tournage, dans 2 jours, il y en a un autre, la semaine après, il y en a un autre, et des périodes creuses, où là, il se passe plus grand-chose, il n'y a plus beaucoup de projets. Et là, c'est stressant, ces périodes creuses? Ou bien tu te dis, tu sais qu'il y aura quelque chose? Ou bien c'est un peu anxiogène? C'est comment? Ça peut être un peu anxiogène, mais il faut une excellente gestion du stress, justement. Parce que c'est des périodes où, pendant ces périodes où il n'y a justement pas beaucoup de projets, notamment pendant la saison d'hiver, pour des raisons de météo, surtout, Mm. il faut déjà pouvoir s'assurer un coussin financier. Donc, justement, avoir une réserve pour pouvoir payer les charges, le loyer et tout ça. Et en attendant, justement, avoir cette bonne gestion du stress pour pouvoir justement se dire ok, là il faut pas stresser, là j'ai pas beaucoup de projets, qu'est-ce que je fais là, c'est un peu compliqué quoi. Ouais, c'est ça. Et tu fais des activités sportives à côté pour justement te vider la tête? Ou tu fais comment? Alors oui, donc effectivement je fais quelques activités sportives. Ouais. Je fais aussi un pratiquant de ninjutsu, hein, comme ça. C'est Mais- beau. Mais ça, et puis également je fais beaucoup de fitness à la maison. Ouais. Donc j'ai mon propre matériel, je fais du sport à la maison. Et aussi, comme je suis pompier, j'ai un accès à la salle de fitness de la caserne des pompiers. Ah, excellent. Puisqu'ils ont aussi leur propre salle de fitness. Ici à Sion, hein? Ouais, à Sion. Ah, trop bien. Et donc, j'arrive, du coup, je fais mon sport. Ouais. Et pour l'instant, ce qu'ils ont comme matériel, moi, ça me suffit. Oui. Et donc voilà, donc il y a aussi ce truc-là que je fais. Qu'est-ce que je fais? Je marche aussi, je m'efforce de marcher justement un peu tous les jours, minimum 30 minutes par jour, parce que c'est ça bien. m'aide aussi à me vider la tête. Ouais. Et quand j'ai besoin justement de déstresser, de me vider la tête, il m'arrive de faire du tir à l'arc également. Ok, trop bien. Tu fais aussi du tir à l'arc. Tu fais ici à Sion du tir à l'arc? Pas vraiment à Sion, en fait je monte à Nanda, Ouais. où du coup moi je prends mon arc, je prends mes flèches, Ah ouais, tip tap. C'est toi qui as tout, quoi. Ouais. c'est ça. Et en fait moi je pratique, alors je fais pas du tir à l'arc olympique, donc je suis pas en stand de tir avec des cibles. Mhm. Moi, en fait ce que je fais c'est du tir à l'arc instinctif, c'est-à-dire que moi je prends mon arc et mes flèches, je vais dans la forêt, et ensuite dans la forêt je m'amuse à imaginer des cibles, et je tire en pleine nature, quoi. Ouais. Donc ça dépend, en fait, on se fixe des petits objectifs pendant que je fais ça. Par exemple, devoir tirer entre 2 arbres. Je dis, bon ok, je vais viser entre les 2 arbres. Et puis si je trouve une souche, je peux tirer sur la souche. Ouais. Quand on fait cette activité, il faut surtout pas tirer sur les arbres, ça, c'est interdit. Ouais. Parce que faut pas abîmer les arbres et je pourrais me faire embêter si je commence à faire ça. Les Ouais. souches, il n'y a pas de problème. Mais du coup, c'est ça, c'est se fixer des petits objectifs. Je vais essayer de viser là, je vais viser là-dessus, etc. Ouais, c'est ludique et tout. Ça vide la tête. C'est ça. Trop Et bien. le tir instinctif, l'idée c'est de tirer, en fait, il faut pouvoir viser et tendre la corde en même temps. En fait. Ouais. Parce que dès l'instant où je suis comme ça et que je commence à viser, là je suis plus dans l'instinctif. Ouais. Donc c'est vraiment là, on se prépare. Excellent. Avec la petite respiration en plus. Trop bien. Exactement. Et Qui est le même principe quand on utilise un sniper ou un fusil d'assaut, au passage. bah ouais, exactement, quoi. Mais hyper intéressant. Si on revient juste sur le tournage où d'un coup il y a d'autres acteurs, comment ça se passe le milieu avec les autres acteurs? Est-ce qu'il y a des gens un peu plus arrogants? Est-ce qu'il y a c'est tout le monde sympa? C'est quoi une ambiance en fait? Ça ou dépend. bien, ou bien ça se critique. Ah ouais, lui il joue pas bien. Ou je sais pas moi. Comment ça se passe? Ça dépend des gens avec qui on a affaire. En Ouais. tout cas, pour donner un petit exemple, Ouais. j'ai tourné plusieurs fois avec les 2 Vincent de 52 minutes. Ouais. Donc j'ai tourné 4 fois avec Vincent Veillon et 3 fois avec Vincent Cuchol. Ouais. Les 2 sont très sympas, d'ailleurs, au passage. Ouais.
Et justement, bah, quand on est par exemple avec Vincent Veillon, qui lui, bah, c'est lui qui dirige en partie l'équipe, hein, donc il a aussi un petit peu la réalisation, et c'est quelqu'un qui a du répondant. Ouais. Donc on sait que c'est quelqu'un, et on sait où on va en tout cas avec lui, Ouais. et qui est quelqu'un de très sympa. Ouais. Et puis Vincent Cuchol, qui à contrario est un peu plus discret en fait. Donc c'est vrai que ce qui est un petit peu étonnant d'ailleurs, parce qu'on le ça. voit jouer tous les personnages et tout, on s'attend à une personnalité un petit peu exubérante, extravertie. Et en fait, pas tant que ça finalement, hein. Il est assez discret et un peu dans son coin parfois. Ok. Ouais. Donc, et puis même à discuter avec lui, c'est parfois compliqué d'avoir une discussion longue avec lui. Ok, ouais. Mais il est pas désagréable, hein. Tous les tournages que j'ai fait avec eux se sont toujours très bien passés. Ouais. Des tournages avec des acteurs un peu désagréables, j'en ai pas vu comme ça. C'est Ouais. peut-être aussi parce qu'on est dans le cinéma suisse et il n'y a pas ce côté chacun vaut des millions. Tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Excellent. Super intéressant. Et maintenant, est-ce que tu as des nouveaux projets qui vont arriver encore en plus? Ou comment ça se passe? Est-ce que tu peux en discuter ou pas trop? Bien sûr, alors Ouais. du coup pour l'instant dans mes prochains projets, donc là j'ai été engagé comme premier assistant réal sur un court métrage qui devrait normalement se réaliser au mois d'octobre. Donc un projet en Valais avec un producteur de Horsières. Donc, premier assistant, ça veut dire quoi ça, en fait, ce que le poste? Parce que Alors, premier assistant réel, en fait, c'est la personne qui est chargée de la partie logistique et gestion du temps Mm. du tournage, en fait. Ok. Là où le réalisateur va avoir, en fait, gérer la partie mise en scène et la partie artistique du projet, Ouais. le premier assistant, en principe, gère la partie logistique et gestion du temps. Donc, c'est lui qui va notamment mettre en place le planning de la journée, donc planning de samedi, planning de dimanche. Ah ouais. C'est lui aussi qui est censé avoir les autorisations de tournage papier sur lui. Voilà. Si Autorisation jamais... de tournage, ça veut dire d'un coup, tu dois tourner à quelque part, tu dois demander une autorisation? Tout à fait. Ah, ok. Ouais. Alors, si on utilise un lieu public, effectivement. Ah, dans un lieu public. Si on est dans un lieu privé, bon, à la limite, il n'y a pas vraiment besoin, mais Ouais. quand on doit tourner dans un lieu public, que ce soit, par exemple, je sais pas, des toilettes publiques, ou alors on tourne sur une plage, Ouais. et que les gens se posent des questions, mais vous avez le droit de faire ça? Eh oui, on a le droit, monsieur, l'autorisation. On a demandé l'autorisation, ils ont dit ok, on y va, quoi. Ok. Et tu dois demander à la commune, je pense, ou bien au canton? Ouais, c'est souvent à la commune, ouais. Ok, ouais. Ou alors, si on tourne dans un lieu précis, on demande l'autorisation au patron, évidemment. Ouais. Mais du coup, tu dois déjà savoir avant où est-ce que tu vas tourner. Enfin, tu as quand même le scénario qui peut partir. Enfin, je sais pas comment ça se passe, mais j'imagine, moi, si j'ai le scénario, j'imagine tourner à des endroits et d'un coup, je vois un autre endroit un peu plus loin qui est mieux. Tu Ouais. peux quand même le changer ou bien tu peux improviser sur ton planning ou pas trop? Tout à fait, on peut Ok. improviser. Donc effectivement, Ouais. ça c'est une partie intégrante de la pré-production, donc la partie avant le tournage, Ouais. qui est la partie repérage. Ouais. Alors en principe, petite théorie du coup, Ouais. quand on fait une pré-production d'un projet, on a étape 1, l'écriture du scénario. Ouais. Quand cette étape est terminée, étape 2, établissement du budget. Donc Ouais. combien ça va coûter, la location de matériel, les acteurs, machin. Étape 3, recherche-financement. Et étape 4, repérage. Ok, super. Donc la partie repérage où effectivement il faut parfois partir sur le terrain, dire ah tiens il y a ce lieu qui est sympa, on peut tourner, pour faire cette scène il est sympa. Ouais. Des fois le réalisateur... C'est le réalisateur qui va ou bien c'est toi qui vas avec eux? Ça dépend. Ça dépend du ouais. projet. Sur les plus grosses productions, comme par exemple les séries de la RTS, là c'est plutôt les assistants de production qui vont faire ça. Oui. Donc faire des repérages dans tel ou tel lieu et qui du coup le trajet est défrayé généralement. Ouais. Donc faire des repérages, ah ok ouais le lieu est sympa et tout ça. Ouais. Et donc effectivement faut faire des repérages et si on aimerait tourner dans un lieu public, toujours demander l'autorisation. Mhm. Surtout si vous tournez à Genève. Ok. Canton de Genève, autorisation. Sur tous les plans, quoi. Ok. Sur tous les plans. Ok. Voilà, Intéressant. dès qu'on n'a pas l'autorisation, ça pose un problème. Les gens posent des questions. Vous n'avez pas le droit d'être là. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Nanana. Oui, on a l'autorisation, quoi. Mais si on l'a pas, effectivement, il peut se produire ça. Excellent. Super. À mon avis, on a fait un joli tour d'horizon en fait de tout ce que tu nous as expliqué. En tout cas, merci beaucoup Jonas. C'était vraiment super intéressant de se plonger dans ta passion. Pas de problème. Et est-ce que toi, tu as une entreprise où tu peux, ou si d'un coup on doit te contacter pour faire, je sais pas, une production ou quelque chose, comment est-ce qu'on peut te contacter? Alors, moi, du coup, j'ai ma propre boîte de production. Ouais. Donc, c'est pour l'instant une entreprise en tant qu'indépendant que j'ai créée. Ouais. Ça s'appelle les Productions du Rossignol. Ok, super. Et donc, si quelqu'un a effectivement besoin d'une boîte de production ou si quelqu'un a besoin de techniciens, ils peuvent nous contacter. Excellent. Après, ça, c'est un peu, je dirais, un truc un peu général des boîtes de production. C'est on invite les gens à nous contacter s'ils ont un projet en tête.
Oui, Donc effectivement, si vous avez un projet en tête, que vous avez envie que les productions du Rossignol y participent, vous pouvez nous contacter. magnifique. Sinon, là, j'ai également créé une plateforme en ligne, Ouais, qui va bientôt être finie. oui, C'est une plateforme destinée au cinéma. Où en fait, ça, c'est un projet que j'avais imaginé il y a déjà plusieurs mois de cela. Oui. L'idée de cette plateforme, c'est en fait de pouvoir centraliser le cinéma en général en Suisse romande. Après, si on peut toucher le cinéma francophone, français ou belge, ça sera peut-être dans un second temps. excellent. Parce que un des problèmes que j'avais constaté dans le cinéma en Suisse, c'est que chaque canton, c'est un peu partout pareil, mais chaque canton travaille un peu dans son coin. Donc ce qui se passe à Genève, les Valaisans ne sont pas au courant, ce qui se passe à Neuchâtel, chacun fait un peu les choses de son côté. Oui, Et donc ce que j'ai voulu faire, c'est donc créer un site internet, une plateforme où on va centraliser tout ça. oh, c'est génial ça. Donc on a par exemple un onglet événements à ne pas manquer, Ouais. où là tous les événements du canton de Vaud, du Valais, de Genève seront recensés. Ouais. C'est-à-dire, voilà, au mois de septembre, il y a ce festival, ou alors au mois d'octobre, il y a cette masterclass écriture de scénario qui va se faire. Excellent, super intéressant. Et tu as déjà le nom du site ou pas encore? Ou après, comment est-ce que tu vas le diffuser pour qu'on ait cet outil à disposition? Alors le nom que j'ai pour l'instant, c'est cinéfrancophone.ch. Ouais, Et donc lorsqu'il sera terminé, on va mettre en place un petit projet pour le lancement de la plateforme. magnifique. Donc avec une grosse publication sur les réseaux sociaux, où on va citer les gens effectivement à y participer. Magnifique. Donc, les réseaux sociaux, on peut te suivre sur Instagram, comme ça, je pense. Vous pouvez me suivre sur Instagram, sur YouTube également. YouTube? Ouais, Ouais. c'est quoi le nom de c'est quoi le nom? Alors sur YouTube, c'est Joe Graff. Geographe? Ouais, C'est en fait ma chaîne YouTube où je mets tous mes courts-métrages qui ont un petit peu percé, on va dire ça comme ça. trop bien. Euh, Geographe, ouais. Exactement, donc je mets ça du coup sur ma chaîne YouTube. Ceux où j'ai décidé de plus trop les présenter à des festivals. Ouais. Parce que le truc, c'est que quand on présente des courts-métrages à des festivals pour potentiellement gagner des prix, c'est qu'il faut qu'ils soient sur un lien privé, il ne peut pas être disponible en public. Ouais. Parce que Ok. sinon, en mettant le lien sur un lien privé mais qui n'est pas disponible de manière publique, c'est une garantie que c'est pas un film qu'on aurait volé à quelqu'un, par exemple. Ouais, je comprends. Donc dès l'instant où en fait le film, on estime qu'il a fait son parcours, on le rend de manière publique sur YouTube. Ouais, trop Dire, bien. voilà, il a fait son petit bout de parcours, il a reçu tel ou tel prix, telle ou telle sélection. Voilà, maintenant il est disponible, vous pouvez le checker comme vous le souhaitez. Magnifique. Très bien. Bah alors, merci Jonas. J'espère que ça vous a Merci. plu. Pensez merci à à vous toi. abonner et puis allez voir aussi sa chaîne YouTube. Il y a des super films à voir. Trop bien. Merci beaucoup. Allez, à bientôt l'équipe. Salut!